Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Soir. On est ensemble jusqu'à minuit et demi sur LCI. Au programme, le débrief de l'interview présidentielle du 14 juillet d'Emmanuel Macron. On va revenir sur les moments forts, sur les annonces qui ont été faites. On sera également dans moins d'une heure au centre de Paris pour le feu d'artifice de ce 14 juillet. Un peu particulier, là aussi, il se fait sans public cette année. Alors autour de la table, pour m'accompagner pendant cette première heure, Agnès Evren, bonsoir à vous, députée européenne Les Républicains. À vos côtés, Julien Audoul, bonsoir, membre du Bureau national du Rassemblement national. Frédéric Descrozaille, membre du bureau, député, l'AREM, on va y arriver, du Val-de-Marne, et Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir à vous, sénatrice GRS de Paris, ancienne ministre également. Merci à tous les quatre d'être avec nous donc sur LCI. Avant de revenir sur cette interview présidentielle, je voudrais vous montrer une image qui commence à tourner un petit peu sur les réseaux sociaux. On va vous la montrer sur LCI. Ça s'est passé cet après-midi dans les jardins des Tuileries, vous allez le voir. Le président de la République et sa femme étaient allés se promener et ils ont été interpellés par des personnes qui se revendiquaient gilets jaunes. Écoutez. On sort à peine du coronavirus et on entend parler de la réforme des retraites juste derrière. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Le Premier ministre, il veut pas se calmer un peu? Mais non, on va tous se calmer. Après, il y a des gens qui sont aussi responsables parce que vous avez oublié de parler d'une chose. On a mis 8 milliards sur la table pour les soins. Ah mais il n'y a rien à dire pour ça. Ouais, mais c'est pas assez. Je suis pas sur le monde de ça. En tout cas, moi je vous entends. J'ai entendu ce que vous avez demandé. Moi, je demande un engagement, c'est aussi de tout cool. Pas de violence, pas d'invectif, pas de. Non, sinon on s'en sort pas. Ah c'est dur. C'est une chaîne Donc, sans fin. il faut que chacun mette un peu du sien. Ok? Je vais retourner me balader. Parce que là, sinon, elle va partir sans moi. Merci d'avoir pris, franchement, respect. Parce que je vote pas pour vous, contre compris, vous, ça. mais je vous respecte en Ça tant c'est que... dur. J'arrive même pas à le maudire là. C'est un truc qui me dégoûte. Parce que j'arrive même pas à le maudire. Tant mieux. Non, bah moi, voilà, Ah mais j'y arrive même pas. Voilà, c'est une séquence qui a quand même été un petit peu raccourcie au montage. On en voit un petit peu la substantifique moelle. Une première réaction, il dit il faut que chacun mette un peu du sien, Julien Audoul. Oui, bon, il n'y a rien de dramatique dans cette séquence. C'est une confrontation entre Jupiter qui descend voir le commun des mortels et qui a une réaction par rapport à la politique qu'il mène. J'ai pas entendu d'insultes, j'ai pas vu de violence. Moi, les images qui m'ont choqué aujourd'hui, c'est de voir la République reculer face aux Black Blocs. C'est de voir un CRS donc, se faire frapper à terre et voir toute une rangée de CRS reculer face à des extrémistes, des extrêmes autres. Moi, c'est ça qui m'a fait hurler aujourd'hui et de voir que la République recule encore face à des mouvements qui devraient être interdits. On va revenir justement sur cette image de manifestation. Je voulais vous entendre, vous, Frédéric Descrozaille, justement sur cette interpellation des gilets jaunes, en tout cas de personnes qui se revendiquent comme telles vis-à-vis du chef de l'État. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière avec les gilets jaunes qui interpellaient le président de la République à chacun de ses déplacements. Oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, on ne voit pas grand-chose. Et ce que je comprends, c'est qu'on a un extrait qui fait suite à une interpellation. Ce que je peux imaginer, mais je n'ai pas vu le reste, c'est que l'interpellation a peut-être été un petit peu musclée, on dirait. On peut le penser, puisque le chef de l'État, Emmanuel Macron, rappelle qu'il n'y a pas d'invectif, pas de violence, dit-il. On peut ne pas être d'accord, mais on se parle, c'est ça l'esprit de la démocratie. Et à la fin, on a un interlocuteur qui dit respect, qui est une façon de lui dire vous avez écouté, même si on n'est pas d'accord. Bon, très bien, je n'ai pas beaucoup plus de commentaires à faire que ça. Jupiter qui descend dans le commun des mortels, franchement. Bon. Marie-Noëlle Lienemann. Moi non plus, pas de commentaires spécifiques sur la rencontre, qui est un peu directe, mais qui n'a pas l'air d'être dramatique non plus, mais qui manifeste quand même une grande attente sociale, des grands mécontentements, des inquiétudes et des désaccords dans le pays. Et c'est plutôt à ça qui m'interpelle. Et je trouve que l'intervention du chef de l'État n'a pas été de nature à donner un cap stratégique et une vision qui pouvait rassurer quant à l'avenir du pays et rassurer quant à la situation sociale d'un bon nombre de nos concitoyens. Donc ça risque de durer.
Alors oui, la tension sociale, mais Emmanuel Macron qui l'affirme aussi, on l'a entendu, il dit qu'il va falloir que chacun y mette un petit peu du sien. Mais alors, d'abord, ce qui est un peu surprenant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de protection policière. Normalement, il a des officiers de sécurité. Ils y sont, mais effectivement, sur les images, elles sont un petit peu éloignées. Déjà, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais en effet, on a le droit d'être en désaccord, mais on se doit de se respecter. C'est ce qu'il explique parfaitement bien. Moi, je peux comprendre la frustration qui génère de la colère, notamment chez les Gilets jaunes, puisque ce monsieur se revendique d'être un gilet jaune, parce que ça fait 2 ans qu'on nous bassine avec le tournant du quinquennat. Il devait y avoir un tournant du quinquennat après la crise des Gilets jaunes, un tournant du quinquennat après la vague des municipales, la vague verte, un tournant du quinquennat après les grèves liées à la réforme des retraites. Et pour l'instant, nous n'avons strictement rien vu. Et c'est vrai que l'intervention du président aujourd'hui n'est pas de nature à rassurer, à donner un nouveau cap, puisqu'il a dit lui-même que finalement, il y aura un nouveau chemin, mais pas de cap, ce qui n'est pas très cohérent. On va revenir justement sur cette interview présidentielle, et une interview du 14 juillet dont Emmanuel Macron, on s'en rappelle, ne voulait plus. Écoutez-le. Je crois que ce 14 juillet avait un tour particulier qui justifie cet échange libre, ouvert, contradictoire. Revenant sur la période qui vient de s'écouler, sur aussi les 3 ans qui viennent de s'écouler, et puis nous conduisons tous à regarder la suite de la crise sanitaire, la crise économique, sociale devant nous. Et donc je crois que notre pays est dans un moment un peu particulier de son histoire. Et nous devons aussi en mesurer la gravité. Voilà, c'est une interview donc du 14 juillet. Emmanuel Macron renoue avec cette interview. Il ne pouvait pas y couper quelque part au vu du contexte sanitaire, c'est comme ça qu'il le justifie? Si, je pense qu'il aurait pu faire le choix d'intervenir autrement. Il pouvait pas ne pas intervenir, mais là, cette forme-là, moi personnellement, je lui ai trouvé une sincérité, notamment des moments de silence auxquels nous n'avons pas habitués dans l'interview, et notamment sur la fin de l'interview, un rappel de ce qui est ce cap auquel il ne renonce pas, c'est-à-dire que il revient sur le fait qu'il y a eu quelque chose qui est de l'ordre d'un malentendu, et en le disant, j'en prends toute ma part, parce qu'en tant que député de la majorité, il y a eu certainement des expressions, des postures et des façons de se comporter ou de dire les choses qui ont pu laisser penser le contraire de ce que nous voulions faire et braquer. Mais ce malentendu porte vraiment sur l'objectif de permettre à chacun de choisir sa vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas leur vie, qui la subissent. Et ce que nous voulons faire, c'est pas faire les choses à leur place, c'est pas que l'État fasse la chose à la place de tous ceux qui sont empêchés ou qui sont dans une situation de précarité ou qui sont en difficulté, mais c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et là-dessus, c'est un cap, ça typiquement, sur lequel je me suis engagé, qu'il a rappelé avec beaucoup de sincérité dans cette interview. C'était important qu'il s'exprime ce jour de fête nationale, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on l'entend trop, Emmanuel Macron? Non, on ne l'entend pas suffisamment, justement. Il considérait qu'il devait parler aujourd'hui avant de partir en vacances, parce qu'il s'est passé quand même énormément de choses. Et moi, je trouve que cette intervention a été extrêmement décevante. D'abord, on attendait une réinvention de sa part, et on a eu un faux mea culpa. C'est-à-dire qu'il a dit tout et son contraire. On réforme, on continue, on travaille. Mais, malheureusement, on s'est trompé sur la méthode. Et donc, on va tracer un nouveau chemin, mais pas de changement de cap. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, le tournant du quinquennat, on nous l'annonce depuis 2 ans, il ne se passe rien. Pas un mot, silence assourdissant sur la crise profonde de l'autorité. Il s'est passé quand même une semaine extrêmement violente, avec la mort malheureuse de 2 anonymes. Il n'en a pas fait état. Et quand on sait aujourd'hui qu'on entend d'un côté le discours de M. Dupond-Moretti, qui se félicite du taux historiquement bas d'occupation des prisons, et d'un autre côté, M. Darmanin qui, lui, prône la fermeté. Encore une fois, on est dans le en même temps. Et moi, je suis sidérée de voir que ce pays n'a jamais été aussi fracturé, alors que le président est le garant de l'unité nationale. Aujourd'hui, il a échoué à montrer qu'il était le garant de cette cohésion et qu'il n'arrivait pas justement à incarner cette unité nationale. Et le fait de n'avoir absolument pas évoqué cette crise profonde de l'autorité de l'État, avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui, m'inquiète énormément. Il a fait tout de même une sorte de mea culpa. On va écouter certains de ces mots. Je vous donnerai la parole juste après. Vous me direz si c'est vraiment un mea culpa. Il y a un chemin de justice, et ça, je ne l'ai pas assez montré. J'ai sans doute fait des erreurs qui ne m'ont pas permis d'y parvenir. On a entendu des Français exprimer à votre endroit parfois de la détestation. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, je peux le comprendre. J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être
profondément, mais que les gens se sont mis à détester. C'est un vrai mea culpa pour vous, juste quelque part un langage, un élément de communication? Mais ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron nous sort le joker du mea culpa. Ça fait 2 ans qu'à chaque crise, à chaque intervention, on l'a eu pendant les Gilets jaunes, on l'a eu pendant la réforme des retraites, on l'a pour le Covid. À chaque fois, il nous dit « Oh, j'ai pu blesser quelques personnes, mais tout ça, c'est du vent. » C'est du vent. Sur le fond de cette intervention, parce qu'au-delà de ce petit tour de passe-passe, histoire d'endormir le bon peuple, il y a véritablement du fond, et le fond, il est stérile, le fond, il est déconnecté, et surtout, il est affligeant. Pas un mot sur l'insécurité. Pas un mot sur l'insécurité, alors qu'on subit l'ensauvagement de notre société, alors que toutes les 44 secondes, il y a un Français qui subit une attaque gratuite dans notre pays. Alors que, vous l'avez rappelé, donc nous venons de subir des faits divers qui sont des faits sanglants, où donc Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, donc se fait massacrer par des racailles, où Thomas donc se fait tuer par un multirécidiviste. Ce climat-là, il n'en parle pas. Par contre, il a parlé des prétendus contrôles aux faciès de la police en accréditant les thèses du gang Traoré. Ça, il en a parlé. Mais pas un mot aussi sur les violences qui ont été commises hier à Nanterre, où un bus de la RATP a été incendié, où un gymnase a été incendié, des dizaines de voitures ont été incendiées en Seine-Saint-Denis. Pas un mot. Pas un mot sur l'immigration. Alors que nous avons une vague migratoire qui s'annonce, encore plus terrible que celle que nous avons commise. Il y a 9000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes depuis janvier. 9000 migrants. Ces migrants, ils vont arriver chez nous, en plus avec un chantage de la Turquie. Pas un mot sur le communautarisme. Alors qu'on a un des rapport du Sénat. Les thèmes ont été choisis également. Ce sont des thèmes qui sont extrêmement importants et extrêmement graves. Pas un mot sur l'islamisme, alors que nous célébrons malheureusement, que nous commémorons le 4e anniversaire de l'attentat islamiste de Nice, où nous avons perdu 86 des nôtres. Pas un mot sur ces sujets. Donc Emmanuel Macron est totalement à côté. On se demande très clairement s'il est président de la République française ou s'il est président de la République de Mars, de Pluton ou d'ailleurs. L'attentat de Nice, il en a précisément parlé. Non, pas sur l'islamisme, il n'a pas parlé de l'islamisme. L'attentat de Nice, il a évoqué les sujets qui préoccupent quelque part aussi les Français aujourd'hui. Oui, enfin, le grand sujet qui préoccupe le chômage, la crise sanitaire. Et il n'est pas convaincant sur ces sujets-là. Ni sur le chômage, ni sur le redressement économique, ni sur les leçons tirées des dysfonctionnements qu'on a observés, notamment les difficultés de l'hôpital public, parce qu'on aurait pu attendre que le président de la République donne, à défaut de changer de politique, tout le monde a compris qu'il va faire la même chose. Et il nous fait encore la tarte à la crème du changement de méthode. Je rappelle qu'à chaque fois, il nous dit, sur les retraites, on a eu droit au pipeau pendant des mois. Avec M. Delevoye, nous avons consulté, on va encore consulter sur le financement. On ne cesse de consulter. Pendant ce temps-là, on était en train de faire une retraite qui était un recul social majeur, qui n'était de moins en moins approuvé par les Français. Plus le gouvernement essayait d'expliquer que c'était une bonne réforme. Là, on aurait pu attendre des choses claires sur l'hôpital, par exemple. Parce que le Ségur ne règle rien. Il améliore à la marge, évidemment, chaque fois que vous avez des augmentations de salaire, personne d'entre nous va s'en plaindre. Mais on est loin de remettre à flot le niveau de rémunération, par exemple, des infirmières, et aussi toute une série de métiers dans l'hôpital, qui sont à des années-lumière de ce qui se passe dans les autres pays européens, dont on nous srine sans arrêt les comparaisons. Ben là, elles pourraient être utiles. Il ne nous dit rien sur les créations de lits et le maintien des hôpitaux de proximité, de redresser notre système de santé pour le remettre au haut niveau qu'il avait historiquement en France. Ça, c'est un bel enjeu qui pouvait nous rassembler. Il ne dit rien là-dessus. Sur l'emploi, des méthodes éculées sur l'emploi des jeunes. Moi, personnellement, j'ai toujours protesté contre la suppression des emplois aidés. Mais là, il est en train de nous faire des contrats d'insertion. J'attends de voir combien de temps ça va faire. Il y avait une mesure simple à prendre, le RSA pour les jeunes, avec effectivement des contrats d'insertion pour que ce ne soit pas simplement toucher de l'argent, mais que ce soit un pied à l'étrier pour entrer dans le travail. Créer des emplois publics pour les jeunes. Par exemple, il veut être écolo. Je prends un exemple. On sait que les installations classées, Lubrizol et tout ça, ou la qualité de l'eau, il n'y a personne pour contrôler. Alors on peut toujours mettre tout ce qu'on veut dans la Constitution, si personne contrôle l'application des lois, et on découvre a posteriori des graves manquements. On pouvait créer des postes pour des jeunes qui ont des BTS, des jeunes ingénieurs, pour justement renforcer nos services environnementaux avec des vrais emplois de qualification qui d'ailleurs au bout d'un moment une partie pouvait... Je donne ces exemples pour dire qu'aucun cap stratégique d'avenir pour le pays
et des mesures éculées qui n'auront pas d'efficacité au regard, ou en tout cas très peu d'efficacité au regard de l'ampleur de la crise. On va revenir sur les mesures qui ont été annoncées. Je vous parle de la forme, de la politique et de la ligne de conduite d'Emmanuel Macron. Il a également évoqué le choix de son nouveau Premier ministre, Jean Castex, et voici ce qu'il disait. Ce qui est vrai, c'est que Jean Castex, et c'est pour ça que j'ai choisi, je l'ai vu faire durant le confinement. Nous avons choisi pour diriger cette mission, pour préparer l'après 11 mai, donc j'ai vu sa méthode, je l'ai regardée pendant plusieurs semaines, agir, procéder. C'est un élu de terrain, c'est quelqu'un qui a une culture du dialogue social, s'est battu pour accompagner notre pays, et qui connaissait très bien ce qu'est la vie des élus locaux, de nos collectivités, notre proximité dont on a besoin, les partenaires sociaux, la santé et les arcanes, si je puis dire, de notre modèle social. Jean Castex, un élu de terrain qui a la culture du dialogue social, c'est un terme qui est revenu à de nombreuses reprises, cette culture, ce dialogue. C'est important justement de renouer le gouvernement avec le terrain. Il y a un terme qui est beaucoup revenu dans son interview, c'est le terme de confiance. Et d'ailleurs, mea culpa, je ne suis pas trop surpris d'entendre ce que... Mais là, c'est quand même un peu la caricature. Et la réciproque est juste, on n'est pas trop surpris par votre discours. Chacun bien, il faut bien que les téléspectateurs comprennent que moi, je ne suis pas dans le camp de Macron, donc je dézingue à tout va, sans aucune nuance. Chacun est dans sa ligne, je pense tout va bien. Pour deux d'entre nous, au moins, c'est très clair, je pense. Mais du coup, personnellement, c'est des discussions qui sont moins intéressantes que quand on... Non, mais sur la personnalité de Jean Castex, je vais vous en parler. Je parlais de confiance parce que justement, le dialogue, c'est vrai qu'il y a un problème d'autorité en même temps. Si on vous écoute tous les trois, vous réunissez, quand vous dites nous, je pense que ça ne les réunirait pas forcément en face. Ce que vous avez dit sur les emplois publics et les hôpitaux, je ne pense pas. Là, il était question d'autorité, il était question d'immigration. S'il avait parlé de tout ce que vous n'avez pas évoqué, il aurait fallu une interview de 4 heures. Cette semaine, il aurait pu rendre hommage quand même à ces deux innocents qui sont morts dans l'exercice de leur fonction. C'est un hommage qui était important à rendre. C'est vrai. Mais je pense que dans le contexte, d'avoir un président de la République qui soit le plus possible apaisant et qui soit ouvert au dialogue, c'est extrêmement important. Nous avons passé depuis 3 ans pour des gens qui n'écoutent pas. Édouard Philippe ne l'était pas suffisamment. Il était hyper populaire, il était hyper compétent, il a parfaitement bien géré la crise du Covid, il était extrêmement populaire, et c'est peut-être ça qui gênait. Et on ne peut pas dire que son hommage était mirobolant. Permettez-moi de nous dire ce que vous en pensez, parce que vous étiez tous parmi les députés à me dire mais c'est quand même dommage, c'est un excellent Premier ministre. Et même à droite, certains reconnaissaient en effet qu'il avait parfaitement bien géré le Covid. Oui, c'était un Premier ministre de droite. On ne peut pas. Et de droite, normal que vous le trouviez bien. S'il n'avait pas changé de Premier ministre, puisque tous les talents, vous allez les piocher chez les Républicains. Sans chercher à agir. Le fait de se dire, dans les 2 ans qui me restent et jusqu'au bout, je ferai le maximum, c'est effectivement en changeant d'équipe, et en changeant d'équipe, on change d'entraîneur. Il ne pouvait pas garder Édouard Philippe et ne pas fondamentalement renouveler le gouvernement. Je crois qu'il souhaitait rester, Édouard Philippe. Et rester, je ne sais pas personnellement s'il souhaitait rester. J'en sais rien. Très honnêtement. Et puis, il n'a pas démérité. C'est pas vraiment le sujet. Voilà. Non, c'est pas vraiment. Les désirs d'Édouard Philippe, les considérations de M. Castex, c'est quand même la France et la politique qui est menée. Pour revenir à votre question, la question du dialogue, de savoir écouter, est essentielle pour établir la confiance. Le petit bout de scène que vous nous avez montré, si c'est quelqu'un qui s'est adressé à Emmanuel Macron plein de colère, ce qui peut parfaitement, effectivement, se comprendre. Et on en a tous rencontré, on en a tous croisé. Des gens qui n'en peuvent plus et qui n'ont plus que la colère pour exprimer, qui crient. Si c'est quelqu'un qui s'est adressé à lui comme ça, et peut-être qu'il a été insultant, je n'en sais rien. Mais si Emmanuel Macron a simplement écouté cette colère et qu'il a engagé un dialogue, et qu'à la fin, cette personne dit au moins... Il est peut-être convaincu par rien. Ça, mais au moins, terminé, il y a eu la possibilité d'une rencontre, de rétablir cette possibilité de se parler. Je pense que c'est ce qui est absolument vital. Plutôt que d'avoir un président martial qui met tout sur on va se protéger aux frontières, on va mettre dehors tous les gens qui prétendent rentrer et vous allez voir ce que vous allez voir parce qu'il faut respecter l'autorité. Je crois que c'est pas ce que le vrai dialogue avec les Français, c'est d'organiser des référendums sur des vrais sujets. Et dans un instant, on va reparler de la principale mesure qui a été annoncée, en tout cas en matière sanitaire, le port obligatoire des masques dès le 1er août dans les espaces clos. À tout de suite. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. D'ailleurs, vous avez une alarme, vous ? Ouais, on a fait installer Véricieux. Et alors, c'est comment ? C'est super rassurant. Ouais, surtout qu'il y avait beaucoup de cambriolage pendant les vacances. On devrait vraiment mettre une alarme aussi avant de partir. T'as raison, je vais regarder tout de suite.
Rendez-vous sur Verisure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I'm the talk of the town. I know you feel. Transition, la lumière sous contrôle. Dispositif médical. Le télépéage, c'est Bip & Go. 1 an d'abonnement gratuit. Et en plus, le badge à partir d'1 €. Code promo TV. 200 000 Français paient leur carburant 30% moins cher. Qui, comment, pourquoi? Je veux tout le monde là-dessus. Hein. Tout le monde, j'ai dit. Ah ouais, vous faites un article sur les Dacia qui roulent aussi au GPL? Payez votre carburant moins cher avec la gamme Eco-G Dacia essence compatible GPL sans surcoût. Take, spend, watch and hear it. Work, pay and perfect it. Save, store and secure it. Lock, own and protect it. Explore it. Il y a toujours plus à explorer. Découvrez sur Huawei App Gallery. Des millions de personnes font confiance à Head & Shoulders pour combattre les pellicules avant leur apparition. Sa formule purifie et cible les démangeaisons, l'excès de sébum et la sécheresse du cuir chevelu. Cliniquement prouvé, 100% des pellicules éliminées. Un cuir chevelu purifié en profondeur. Au service de millions de douches en France. L'optimisme est toujours la solution. C'est pourquoi nous, Fiat, nous souhaitons aller plus loin avec le contrat Optimisme et ses 5 mesures jamais vues. Un super crédit, la garantie 10 ans, ne payer qu'en 2021, le purificateur Defense pour changer d'air et Panda des 4 990 € prime conversion déduite. Fiat, fabricant d'optimisme. Fiat. Même prestation, même point de contrôle, même qualification, même exigence. Et pourtant, comme attesté par un institut d'études indépendant, cette année encore, la révision feu vert est en moyenne moins chère que chez les concessionnaires. En moyenne 34% moins cher, avec garantie constructeur préservé. Feu vert, la patte de l'expert. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I'm the talk of the town. I know you feel. Transition, la lumière sous contrôle. Dispositif médical. Danger, danger, danger. Je te tiens. Rapide, puissant, résistant. Sauve-toi. Nouveau, la gamme Power de Patex, méchamment fort. Découvrez aussi votre indispensable colle instantané Patex Power. Vite, vite! Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Retour sur le plateau du Grand Soir. On est ensemble jusqu'à minuit et demi avec à mes côtés Frédéric Descrozaille, Agnès Evren, Julien Audoul et Marie-Noëlle Lindemann. Je vous resalue tous les quatre. On va revenir sur la mesure principale qui a été annoncée aujourd'hui lors de l'interview présidentielle d'Emmanuel Macron. C'est l'obligation du port du masque dans les lieux clos dès le 1er août. Écoutez. Il faut continuer d'appliquer ces gestes barrières. Là-dessus, on voit des faiblesses. Donc j'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien. Mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. On va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple, à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Voilà, masque obligatoire dès le 1er août dans les lieux clos. Petite image, petit clin d'œil tout à l'heure lors du défilé du 14 juillet. Agnès Pannier-Runacher, membre du gouvernement, qui se rend compte qu'elle a oublié son masque et qui court après sa voiture. Ça va, on n'est pas dans un lieu clos, on n'est pas encore le 1er août, tout va bien. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil tout à l'heure lors de la cérémonie du 14 juillet. On est en ligne avec Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins. Merci à vous
d'intervenir dans le Grand Soir. C'est une mesure nécessaire, selon vous, cette obligation du port du masque? On ne peut pas compter sur la responsabilité de chacun, finalement, comme le suggérait hier Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture? Ce qui est sûr, c'est que le port du masque est essentiel quand la distanciation sociale ne peut être respectée. Et au moins, cette décision a le mérite de donner une doctrine claire sur le port du masque. La doctrine, vous savez bien, depuis le début de cette épidémie, elle a beaucoup évolué. D'inutile, elle est passée à facultative, maintenant elle est obligatoire, au moins ça a le mérite de la clarté. Ce qui est sûr, c'est que le port du masque est utile, et après dans les modalités, fallait-il en arriver là? On va voir. En tout cas, j'allais dire, la décision est prise, elle a été prise, elle a été annoncée par le président de la République, donc maintenant on va espérer que ça va être efficace et que ça va susciter, ça va entretenir la vigilance de tous pour ce virus dont on sait qu'il circule toujours. C'est toujours la mesure principale et indispensable, le port du masque, pour lutter contre le coronavirus. Oui, parce que lorsque la distanciation n'est pas possible, le port du masque est très utile, puisque aujourd'hui, vous le savez, on n'a pas encore de traitement efficace, on n'a pas encore de vaccin disponible. Donc aujourd'hui, la mesure la plus importante, c'est éviter la propagation des virus, éviter la formation de clusters et éviter donc de le transmettre. Et pour ça, le masque, maintenant, aujourd'hui, encore une fois, les choses sont claires et on sait que c'est une mesure efficace. Vous restez avec nous, Serge Smadja, je reviens vers vous, on va parler des tests dans un instant, mais je me tourne vers mes invités autour de la table. On ne peut pas compter sur la responsabilité individuelle des Français, on a besoin toujours que ça vienne d'en haut, Frédéric Descrozaille. L'équilibre est toujours difficile à trouver. Moi, j'étais réservé sur cette idée de rendre les masques obligatoires. Il y en est question depuis longtemps, en fait, depuis le début du déconfinement en particulier. Et je me suis surpris moi-même à me dire qu'est-ce que j'ai fait de mon masque. Tiens, là, j'en ai pas, je devrais en avoir un. Et je pense qu'il faut avoir une hantise d'un redémarrage de l'épidémie. On ne peut pas reconfiner comme on l'a fait. Je suis élu d'Île-de-France et ma terreur, c'est que ça reparte en Île-de-France parce que reconfiner l'Île-de-France, c'est mettre la France en panne. La France est faite comme ça, c'est le poumon économique du pays. Donc il faut que cette stratégie marche. D'isoler, de tester les cas contacts. Il y a eu un relâchement qui est normal, mais du coup, effectivement, je dois humblement reconnaître que j'ai changé d'avis, j'étais réservé, je suis favorable à ce rendre obligatoire, parce que au moins le signal sera clair. Il ne s'agira pas de mettre des amendes à tout va, il ne faut pas en faire quelque chose qui soit répressif, mais il faut que le message soit clair. Puisque c'est le seul moyen, garder les distances et se laver les mains tout le temps, avec du savon ou du gel hydroalcoolique, c'est le seul moyen d'éviter une deuxième vague qui rendrait obligatoire des mesures de confinement dramatiques. Moi, j'étais favorable à cette mesure. Moi, j'ai trouvé que l'appel des médecins était assez cohérent, comme d'ailleurs je souhaite qu'on soit plus rigoureux sur les tests, et en particulier dans les tests d'arrivée, que ce soit des bateaux qui arrivent en France ou dans les aéroports, ou aux frontières d'ailleurs. D'une manière générale, je pense que quand il s'agit d'avoir un geste qui n'est pas que pour soi une protection, mais aussi pour autrui, c'est quand même préférable que la règle soit claire et qu'elle soit plutôt une contrainte quand on voit que les gens n'arrivent pas à s'astreindre personnellement, tous, à la respecter. Donc je crois qu'il faut que ce devienne une culture du masque. C'est très désagréable. Nous sommes des générations, en tout cas pour la mienne, où on n'avait pas du tout cette pratique et on est un peu gêné dans le fonctionnement. Mais petit à petit, il me semble qu'on va s'habituer et il faut s'habituer parce que le risque est là encore pendant un moment. Mais sur le côté obligatoire, on est obligé d'avoir ce risque de se faire taper sur les doigts pour pouvoir vraiment prendre les mesures nécessaires ? Je pense que c'est une bonne mesure. Il faut toujours qu'il y ait une impulsion qui vienne de l'État, qui vienne du gouvernement. On l'a vu pendant le confinement. À partir du moment où le confinement a été décrété, ensuite les Français ont compris et l'ont respecté, enfin, plus ou moins bien, mais en tout cas pendant 8 semaines, ils l'ont bien respecté, et parce qu'ils ont compris la nécessité. Là, il faut qu'ils comprennent, avec cette obligation, que le masque, aujourd'hui, est la seule mesure de protection, avec la distanciation physique, avec le gel hydroalcoolique. Moi, je suis ravi qu'Emmanuel Macron prenne cette mesure. Malheureusement, il la prend bien tard,
trop tard. Il fait du Marine Le Pen, mais avec 3 mois de retard. C'est dommage, puisque Marine Le Pen l'avait demandé dès le 1er mai dernier pour préparer ce déconfinement, que le masque soit obligatoire. Là, il a attendu, on a vu pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été des sketchs. Voilà, le masque était inutile. Olivier Véran et puis Édouard Philippe nous disaient que surtout il ne fallait pas en mettre, que ça ne servait à rien. Ensuite, maintenant, on va vers l'obligation. Voilà, trop de temps perdu. Là, il faut que ce masque soit obligatoire, mais surtout, il va falloir le faire respecter. Et le problème de ce gouvernement, c'est qu'il est incapable de faire respecter les règles sanitaires à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les manifestations, que ce soit dans les rassemblements. L'État est incapable de faire respecter les règles sanitaires, donc on se demande comment il va faire respecter le port du masque. Est-ce que justement le fait d'obliger à porter un masque, est-ce que l'État ne doit pas justement donner les masques? Remboursé par la Sécu. Et surtout, bien sûr. montrer l'exemple. On l'a vu au Ségur de la santé, on l'a vu au moment des passations de pouvoir, avec des embrassades. Il y a eu un relâchement généralisé également de la part des politiques. Et donc, c'est une mission régalienne de l'État que de protéger les citoyens. Et donc, moi, j'ai apprécié cette clarté du président qui, il y a 15 jours, disait il faut qu'on en discute alors qu'il n'y a pas de débat possible. Aujourd'hui, il y a un relâchement qui est très net. On l'a vu avec, malheureusement, la rave party à Arcachon, alors même si c'est en lieu public, mais quand même, ça révèle un état d'esprit. On est à la veille de l'été, il va y avoir beaucoup de croisements de public. Et donc, c'était important de dire que le masque doit être porté, parce qu'on voit bien que dans tous les pays où il a été porté très tôt, le taux de mortalité est bien plus bas. Donc cette clarté était la bienvenue, même s'il a quand même dit, par exemple, dans 15 jours. On avait le sentiment, et c'est vrai que les Français mais en même temps, ont besoin de messages clairs et d'exemplarité. Mais il faut que le jour où on l'applique. Oui. C'est-à-dire que dire aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas quelles sont les pénalités. C'est pour ça qu'Olivier Véran a dit que le temps de ce point de vue, les 15 jours, en disant qu'il fallait tout de suite que chacun se prenne en main et pense à essayer de respecter ça. J'insiste lourdement sur l'accès côté prix pour les masques, parce qu'on voit des gens qui, n'ayant pas d'argent, reprennent des vieux masques. Et là, le danger est tout à fait... D'autant plus important. Alors justement, à propos de cette bonne utilisation des masques, je me retourne vers vous, Serge Smadja. Il s'agit donc d'une obligation de porter des masques dans des espaces clos. Or, on nous a expliqué pendant des semaines et des semaines qu'il ne faut pas mettre un masque, l'enlever, le remettre, l'enlever. Or, qu'est-ce qu'on fait? Dans la rue, on l'enlève et puis on rentre dans un espace clos, on va le remettre, on va l'enlever. Est-ce que finalement, c'est pas plus dangereux qu'autre chose? C'est pas tant l'enlever et le remettre qui est dangereux, c'est de le manipuler et de mettre les doigts à l'endroit où il y a possiblement du virus. Donc il faut, si on est amené à l'enlever correctement et garder le masque pendant une durée limitée. Et donc il faut l'utiliser à bon escient pour qu'il soit efficace. Mais bon, je pense quand même que depuis le début de cette épidémie, la majorité des citoyens a compris l'utilité du masque et a compris comment l'utiliser. Et on a parlé de relâchement qui a peut-être conduit à cette décision un peu sévère, peut-être pour certains. Mais le relâchement, il a été peut-être dû au fait que les indicateurs étant au vert, beaucoup de citoyens ont pensé que le virus avait disparu. Et c'est pour ça que je redis que le message, il a encore une fois le mérite d'être clair pour dire que, attention, le virus est encore là et c'est une façon de montrer qu'il faut que chacun s'approprie cette façon de vivre avec le virus, s'en accommode et s'y habitue. Et c'est pour ça que le rendre obligatoire, ça va faire prendre conscience aux gens qu'il ne s'agit pas d'une mesure ponctuelle qui va durer une semaine, il ne s'agit pas d'une mesure, comme vous l'avez dit, de le mettre 1 heure, de l'enlever, de le remettre, mais le caractère obligatoire a pour objectif de bien faire prendre conscience de l'importance de s'en accommoder, je pense, pendant encore longtemps, parce qu'on ne sait pas quand le virus va disparaître. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller plus vite et ne pas attendre le 1er août? On a compris qu'il y avait peut-être des problèmes logistiques à régler, mais tout de même, on a encore 2 semaines devant nous là, avant que ce soit obligatoire.
C'est toujours pareil, hein, c'est ce fameux curseur entre la carotte et le bâton. Si ces 15 jours vont être destinés à ce que les gens s'approprient la mesure, y adhèrent, la comprennent, afin que, in fine, dans 15 jours, il faut que maintenant l'application soit effective et sans état d'âme. Donc je pense que l'important, l'aspect pédagogique est tout aussi important que l'aspect bâton, autorité, on a dit. Je peux dire quelque chose, les masques. Oui, allez-y. On est un pays où on a trouvé le moyen d'avoir des usines qui ont fait des masques qui ont maintenant en surplus de masques pendant qu'on continue à en acheter en Chine. Donc je pense que cette mesure d'obligation des masques devrait être l'occasion de bien planifier nos capacités productives dans le pays, de déstocker une partie de ces surplus pour ne pas pénaliser les entreprises qui les fournissent et ne pas laisser simplement le jeu de la concurrence et du moins-disant s'installer. C'est peut-être une opportunité que ces masques produits en France puissent être distribués, notamment quand ils sont lavables à plusieurs reprises, au public les plus fragiles et qui ont des difficultés financières. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette solution. On va voir véritablement si Emmanuel Macron veut faire de la relocalisation et s'il met en pratique donc ces belles paroles qu'il nous a sorties tout à l'heure. Parce que moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est « attention, on ne veut pas de nationalisme sanitaire ». Voilà. Là, c'était sur l'histoire des vaccins. Mais il faut évidemment du nationalisme sanitaire. Il faut, avec les atouts que l'on a, il faut avec les spécificités que l'on a, il faut avec notre économie, il faut avec notre structure sanitaire, il faut en faire en sorte de protéger les Français. Et les protéger au mieux en protégeant notre économie, donc en relocalisant, en évitant que certains profitent de cette situation pour, je dirais, faire du profit et donc, encore une fois, entretenir la mondialisation sauvage, hein, parce que finalement, toutes les crises sont propices à ce genre de choses, et faire en sorte que les masques qui sont produits en France soient stockés et aillent directement à nos collectivités, à nos EHPAD et aux personnes les plus fragiles. Parce qu'on a tous en ligne de mire, évidemment, le spectre de cette deuxième vague de contamination au coronavirus. Alors, est-ce que la France est prête maintenant? Écoutez ce que disait le chef de l'État. Oui. Nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. Maintenant, on sait ce qu'on consomme, de masques, de respirateurs, en effet de curares, de médicaments. Et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. Donc plus d'erreurs. En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons projeté, modélisé, nous a permis de nous organiser. Pour le chef de l'État, donc, la France est prête. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure Jérôme Marty, médecin libéral. Pour lui, on n'est pas prêt. Écoutez. On sera en tout cas mieux préparé parce qu'on est aguerri à la lutte contre ce virus, qu'on le comprend mieux. Après, dire on aura tout le matériel, très franchement, je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est toujours en tension pour les gants, par exemple. On manque toujours de gants, on manque toujours de surblouses. Alors, on a des masques, c'est une chose. Maintenant, combien y a-t-il de stock? Très franchement, je n'en sais rien. Voilà, c'est la question qui se pose encore. Moi, je souhaite que le Parlement ait clairement l'annonce précise de où on en est des stocks, où on en est des respirateurs, où on en est des gants, des surblouses, et par ailleurs des tests dont on nous dit que potentiellement on peut en faire 700 000. En fait, on en fait 300. Alors, j'espère que c'est simplement parce que les gens ne veulent pas les se faire tester, mais la réalité, c'est que nous n'avons pas d'informations précises. Or, on nous a tellement menti, on nous a tellement dit des choses, au mieux des approximations, au pire des mensonges, que maintenant, on doit avoir des données précises. Moi, je pose des questions écrites régulières sur notre stock de masques, sur la question des tests. Je n'ai jamais de réponse précise. Alors, à la limite, qu'ils ne répondent pas à ma question de parlementaire, c'est pas grave si ces données étaient ailleurs. Ce n'est pas le cas. Je suis totalement d'accord avec vous, d'autant qu'en effet, on a été un peu vaccinés, puisqu'on avait entendu Mme Buzyn dire qu'elle était prête. Donc, on a beaucoup de mal à se projeter. Il y a un autre sujet qui concerne les frontières.
On sait que nos frontières sont devenues de vraies passoires et que le virus était entré par là. Est-ce qu'il va y avoir des tests qui vont être faits justement dans toutes les zones rouges? Est-ce que c'est prévu ou pas? Là-dessus, il n'y a absolument pas de clarification. On ne sait pas comment est-ce que les choses vont se dérouler de ce point de vue-là, parce que pour moi, là, pour le coup, c'est véritablement stratégique. Pour le reste, c'est vrai que c'est un peu facile de dire qu'on est prêt sans donner d'éléments concrets, précis, chiffrés et une trajectoire. Serge Ceux qui ne sont pas prêts, c'est les soignants, ils le disent. Ils sont fatigués. Est-ce qu'on est prêt ou pas aujourd'hui? Écoutez, on est en tout cas beaucoup mieux préparé que quand le virus nous est tombé dessus fin février. Là, on parle de masques, j'allais dire, c'est vraiment pas le mot, tant la situation est dramatique, mais j'allais dire, c'est tout un poème. On a parlé de pénurie, maintenant, on le rend obligatoire, on a manqué de tests, on a manqué de beaucoup de matériel, et depuis c'est plusieurs mois que l'on continue à lutter contre le virus. On a pu quand même un peu mieux s'armer et s'équiper. Alors dire que tout est parfait et qu'on ne risque plus rien, il faut toujours rester prudent, mais enfin la situation n'est pas comparable avec celle qu'on a connue au début de l'année. Aujourd'hui, on est en effet équipé en masque, aujourd'hui on est équipé en test. S'il y a toujours des difficultés à obtenir des tests rapidement, c'est parce que les laboratoires sont débordés, et là on est à un problème de saturation, j'allais dire en personnel de laboratoire, mais les tests on les a, et donc c'est très important de pouvoir tester isolé, de pouvoir s'équiper en masque et de pouvoir s'équiper en médicaments, de pouvoir équiper les hôpitaux comme ils le sont. Je pense qu'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Merci Serge Smadja d'être intervenu en direct dans le Grand Soir. Je voudrais qu'on s'arrête à présent sur les mesures économiques qui ont été annoncées aujourd'hui par le chef de l'État. Christian de Boissieu est en ligne avec nous, économiste, membre du Cercle des économistes. Merci à vous de nous rejoindre par visio, on va dire. Tout d'abord, ce plan de relance économique, 100 milliards d'euros supplémentaires pour relancer l'économie, en plus des 460 milliards qui sont déjà engagés, avec une priorité, l'emploi des jeunes. Écoutez le chef de l'État. La jeunesse, ça doit être la priorité de cette relance. Je dis la priorité, parce que c'est à notre jeunesse qu'on a demandé le plus gros effort. Ne pas sortir, ne pas aller faire la fête, ne pas pouvoir passer ses examens, parfois devoir renoncer à sa première embauche. Et elle vit dans l'angoisse qu'on connaît tous à cet âge-là, qui est un âge de transition. Nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes, en particulier pour les faibles qualifications, ou les emplois jusqu'à 1,6 SMIC. Exceptionnel parce qu'il durera 1 à 2 ans, on va l'évaluer, mais il faut qu'il y ait cet élément d'accélération. Alors je me tourne vers l'économiste tout d'abord. Ce dispositif d'aide et d'exonération de charges pour les jeunes, bonne, mauvaise mesure, suffisant, pas suffisant? C'est assez classique. D'abord, bonsoir, c'est assez classique. Moi, ce qui me frappe, c'est que les mesures pour l'emploi des jeunes, parce que c'est le problème de la rentrée, hein, c'est le problème central qui va conditionner tout le reste. Les mesures annoncées sont assez classiques. Ce qui me paraît intéressant, c'est leur combinaison. Alors, c'est nécessaire. Est-ce que ça sera suffisant? C'est pas sûr du tout. Hein. C'est pas sûr du tout. Mais quand vous prenez le détail des mesures, on a déjà connu des allègements de charges pour les jeunes dans le passé, le service civique, les contrats d'insertion. Je répète, il n'y a pas de révolution conceptuelle dans tout ça. Ce qui me paraît intéressant, c'est l'addition de ces différentes mesures. Marie-Noëlle Lienemann, alors, vous entendez. Moi, je pense en effet que la question de la jeunesse est prioritaire parce que c'est quand même l'avenir du pays et démarrer dans des conditions mauvaises. Je pense que le dispositif, il est d'un classicisme total et je pense qu'il y avait des choses nouvelles qu'on pouvait mettre. Je suis totalement d'accord sur le service civique. Il y a une grande demande des jeunes de faire ce service civique, puisqu'il y en avait plus qui voulaient y entrer que ceux qui étaient retenus. Donc ça, très bien.
il y a une vraie attente et c'est positif. Je suis plus dubitative sur les allègements de cotisations parce que déjà, il y a de moins en moins de cotisations et ça marche quand les entreprises ont besoin d'embaucher. Alors, il y a quelques secteurs où on embauche, ça risque d'être plus des effets d'aubaine qu'un effet massif de recrutement. Et par ailleurs, on nous explique qu'il faut travailler de plus en plus longtemps, donc il y a toujours une éviction des publics qui eux-mêmes, par rapport à ceux qui vont arriver en retraite, sont... Donc je suis très dubitative sur l'efficacité de ça. Je le dis d'autant plus que je suis assaillie comme parlementaire de demandes de jeunes qui cherchent des entreprises pour l'alternance et toutes les formes d'alternance, du BEP, du BTS ou des masters. Donc les entreprises, elles sont tellement dans une difficulté d'adaptation de la période que je ne crois pas qu'elles vont spontanément, même avec des incitations, beaucoup embaucher. Je pense que ça n'aura pas une grande efficacité. Les contrats d'insertion sont des choses qu'on connaît par cœur, qui sont finalement assez longs à mettre en place parce que les structures type Pôle emploi, etc., ou mission locale sont longues. Les contrats, en réalité, ils sont contrats comme je suis pape, parce que quelle insertion, c'est pas quel boulot, etc. Bon, il y a des stages d'emploi. Si c'est des stages parking, c'est dangereux. Donc moi, je pense qu'il y a des choses nouvelles qu'on peut commencer. Alors, c'est pourquoi je parlais du fait que dans des services publics où on a besoin de compétences nouvelles, il faut dire... L'avenir de l'État, c'est notre jeunesse qui doit le prendre en compte. Oui, et notamment dans le secteur de l'écologie. Il parle d'un élément d'accélération. Vous y croyez, Julien Audoux, ces mesures comme élément d'accélération pour l'emploi des jeunes? Non mais sérieusement, si on prend un petit peu de recul, il n'y a aucune révolution ou aucune réinvention dans les propos d'Emmanuel Macron. Le discours qu'il a prononcé sur la jeunesse, mettre le paquet sur la jeunesse, mais François Hollande aurait pu tenir le même. Et d'ailleurs, il a dû tenir le même. Et Nicolas Sarkozy aussi. Enfin, je veux dire... À la lumière de la crise que nous vivons et du cataclysme social que va être la rentrée, je trouve qu'il y a une déconnexion totale. Et surtout, dans les propos d'Emmanuel Macron, il n'y a aucune remise en cause du modèle ultralibéral qui est le sien. C'est-à-dire que le modèle économique qui a contribué à tuer l'hôpital public, qui a contribué à faire 6 millions de chômeurs et peut-être demain des millions de chômeurs en plus... Mais tout ça, il ne le remet pas du tout en cause. Le modèle du libre-échange, il ne le remet pas en cause. Ce modèle qui crée à la fois des injustices sociales et qui détruit la planète. Puisqu'Emmanuel Macron veut se verdir, nous fait du Greta Thunberg low cost. Mais clairement, qu'est-ce qu'il fait pour remettre en cause ce modèle? Rien. Donc tout ça, c'est du blabla, tout ça, c'est du vent, c'est toujours la même chose. Et finalement, ce sera les mêmes désillusions depuis 3 ans. Et en tout cas, avant de vous entendre, je voudrais qu'on réécoute un extrait d'Emmanuel Macron. Il a prévenu, ça allait être dur, il l'a redit encore aujourd'hui, et parle entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus au printemps 2021. Écoutez-le, je vous donne la parole juste après. Quand je regarde l'INSEE, la Banque de France, tous les instituts qui font référence écrivent qu'il y aura entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus à l'horizon du printemps 2021. Pourquoi? Parce que nous avons mis d'abord notre économie à l'arrêt pendant 2 mois. Et le redémarrage est ensuite très difficile dans plusieurs secteurs. Le secteur de la culture a été durement frappé, continue de l'être. Ce qui est un drame pour notre art de vivre à la française. C'est aussi pour ça que le plan de relance doit être un plan culturel. Frédéric Descrozaille. Modèle ultralibéral qui a nationalisé les salaires pendant 2 mois de pratiquement tous les salariés de France et de Navarre, jusqu'à hauteur de 84% de ce qu'ils étaient en période d'activité. Modèle ultralibéral avec le système de santé que nous avons, qui a pu résister et qui fait que nous avons mieux résisté que beaucoup d'autres. Non, mais pourquoi ils veulent démanteler alors pourquoi les politiques qui m'ont nommé dire la même chose en étant avec un petit peu plus de justesse, parce que là, à quoi ça vous sert d'être dans l'excès? Pourquoi ils ferment des lits? Pourquoi ils suppriment des services hospitaliers alors? À qui voulez-vous faire croire ça? De l'emploi des jeunes. En plus de ça, ce qui est très vrai dans ce qu'a dit Mme Lienemann, c'est que de toute façon, cette relance va dépendre de la demande. On a besoin de crédit richesse. Les entreprises, elles ne vont pas embaucher si elles n'ont pas de carnet de commandes. Donc on a besoin de commerce et on a besoin de demande intérieure en France. On dépend moins de l'exportation que nos voisins. D'investissement, il y en aura des investissements européens. Il en a peu parlé pendant l'interview. Mais il y a quand même cet accord franco-allemand qui est absolument historique, avec 750 milliards, 500 milliards de subventions, 250 milliards de prêts. Et j'espère qu'il y en aura plus d'ailleurs. Et c'est là-dessus qu'on pourra effectivement prendre un virage transition écologique, transformation numérique et de créer des emplois
privée, parce que je ne crois pas aux formules. Les emplois aidés qu'on a supprimés, c'était des bouts de carrière sans issue. Et vos contrats d'insertion, comment vous êtes sûr qu'ils vont avoir des issues? C'est le même problème. C'est pas le concept qui est important. L'idée peut être excellente. Je vais vous donner un exemple. Les emplois francs. François Hollande a créé les emplois francs. C'est une super idée. On va dire comme ça, les gens qui viennent d'un quartier où il y a un taux de chômage plus important qu'ailleurs, c'était échec total. Pourquoi? Parce que c'était une usine à gaz. Eh bien, dans ce que nous avons mis en place là, on a pris la même idée, elle était bonne, sauf que c'est beaucoup plus simple. Et on a multiplié, parce qu'il n'y a plus de critères. Il suffit d'avoir l'adresse. Et Pôle emploi fait le dossier, et on pourrait réfléchir à l'idée d'automatiser les aides. C'est-à-dire qu'une bonne idée, c'est la façon dont elle est mise en place qui compte. Donc on s'en fiche d'inventer des nouvelles idées. S'il y a des bonnes idées par le passé qui peuvent être conjuguées, qu'on peut les simplifier, c'est très bien. Pourquoi je vous parle de l'emploi public? Parce que je crois que la crise du Covid a mis en évidence des manques graves dans des secteurs clés de l'État. Et je pense qu'il faut remotiver notre jeunesse pour préparer les emplois dont nous avons besoin. Je n'ai pas forcément dit que tout de suite on embauche, ça peut être du pré-recrutement. Je prends un exemple. Nous avons besoin d'enseignants, nous le savons. Et nous avons parfois des difficultés de niveau dans les concours d'entrée. Il y avait jadis quelque chose qui s'appelait les IPS, alors les écoles normales supérieures étaient, elles, encore plus favorisées. Il y avait un système de pré-recrutement qui préparait ces jeunes à devenir enseignants. Il y avait des gens qui réussissaient, d'autres qui rataient, mais beaucoup réussissaient. C'est le moment, on va avoir besoin de greffiers, on va avoir besoin de juges et de magistrats. Il y a des gens qui vont sortir des facs de droit sans déboucher. Et on pourrait avoir du pré-recrutement par rapport à ces emplois. J'ai donné l'exemple de l'écologie, mais il y a beaucoup de domaines où ce serait possible. Et il faut donner une confiance à la jeunesse. L'État et l'avenir du pays a besoin d'eux. L'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes. On a un chiffre vous savez, très inquiétant. On est souvent c'est de 200 à 300 000 jeunes qui vont se retrouver au chômage d'ici la fin de l'année. Moi, je suis surprise que vous ne parliez pas de l'apprentissage. Il y a un choc culturel à créer. Mais je suis favorable à l'apprentissage. Parce que c'est une voie d'excellence. Mais sauf que vous n'avez pas d'entreprise. Déconsidérée. Je vous ai expliqué, madame, que moi j'ai... 89% des jeunes qui bénéficient. Mais je sais bien, mes enfants ont fait leurs études avec l'apprentissage. Donc je n'ai pas de truc. Mais je ne vous parle pas, j'en parle pas. C'est qu'aujourd'hui, je vous ai expliqué qu'à ma permanence, j'ai aujourd'hui 6 personnes en 3 jours qui m'ont appelé en me disant: est-ce que tu peux me trouver un stage en entreprise? Et de tout niveau. Moi, ce que je voudrais dire, monsieur le député d'En Marche, aidez-nous à créer ce choc culturel au sein des entreprises, au sein du gouvernement, au sein des familles. Des collectivités locales. Des collectivités. Madame, j'ai recruté, je sais que vous avez totalement raison. Les dossiers en alternance, ils vont sur le dessus de la pile. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Vous avez 1000 fois raison. Il y a un des trucs les plus navrants de cette crise, c'est que les courbes qu'on avait sur apprentissage-formation, qui était une augmentation avec un taux de chiffres, ça a été complètement cassé. Et c'est pour ça, l'idée du contrat d'insertion, c'est justement de refaire le lien entre apprentissage, alternance et première embauche. On devrait autoriser dès l'âge de 14 ans l'apprentissage. Ah non, 14 ans, arrêtez là. Mais si, moi je pense qu'il faut y aller. En Allemagne, ça marche très bien. Oui, d'accord, en Allemagne, ça marche toujours très bien. On y reviendra. Je voudrais qu'on s'arrête. C'est qu'à 14 ans, un gosse, il a encore besoin d'aller à l'école pour apprendre à lire. Oui, non, mais après, il s'ajuste. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes parce qu'il y a toujours Christian de Boissieu qui est en ligne avec nous sur les impôts et le chef de l'État qui a exclu d'augmenter les impôts pour faire face donc, à l'explosion des dépenses publiques. Est-ce que selon vous, c'est tenable ? En tout cas, il ne faut pas augmenter les impôts, il ne faut pas casser une reprise qui va être compliquée. Donc ça me paraît clair. Je vais vous rebondir sur ce qui a été dit. C'est un peu compliqué d'intervenir quand on n'est pas autour de la table, vous l'avez compris. Première idée, je trouve que les mesures annoncées en faveur de l'apprentissage et de l'alternance vont dans la bonne direction. Elles ne sont peut-être pas suffisantes, elles vont dans la bonne direction. Deuxièmement, le choc que nous avons traversé, c'est à la fois un choc d'offre et un choc de demande. Donc le plan de relance devra marcher sur les 2 jambes, l'offre et la demande. Troisièmement, il a été évoqué le projet européen qui va être décidé vendredi et samedi de 750 milliards d'euros avec une dimension écologique forte. Je pense que c'est fondamental pour la crédibilité de l'Europe dans ce contexte difficile qu'il y ait un accord, et ça n'est pas gagné a priori compte tenu de la position de nos amis néerlandais. Moi, j'étais en train de dire que je suis persuadée que si Emmanuel Macron, contre l'avis de tous les syndicats et même du MEDEF, reprend le dossier des retraites, c'est en partie
pour dire aux Européens qu'il ne changera pas les réformes structurelles et faire valider le plan de relance. Ce qui d'ailleurs m'inquiète pour l'avenir, parce qu'il ne faudrait pas qu'après la relance, ce soit l'austérité. Mais c'est un autre débat. Dans l'immédiat, je crois qu'en tout cas, la relance, elle a besoin d'investissement et de réindustrialiser le pays. Et 100 milliards, c'est déjà mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est quand même pas encore le niveau de ce qu'a l'Allemagne. Et contrairement à ceux qui disent les Allemands ont plein d'argent de côté, donc ils peuvent dépenser, j'ai tendance à vous dire que si la France ne met pas dans le paquet européen une forte dépense d'investissement, je pense que nous ne rattraperons pas les inégalités qui s'accroissent au sein de l'Union européenne. Et alors, je me réjouis qu'il parle du de la SNCF et du fret. Bon, parce que figurez-vous que le train de nuit... Parce que là, il est 23h et on a n'a plus mis le temps du tout d'en les parler. trains de nuit. J'ai déposé plein d'amendements. Restaurer les petites lignes, restaurer... on suivra tout ça. Vous voyez, je me réjouis. Monsieur Macron restaure les petites lignes et les trains de nuit. Terminez pas sur ça, terminez par une critique, quelque chose. On aura l'occasion de reparler de tout ça, de reparler demain encore de tout ce plan avec le discours de politique générale de Jean Castex devant les députés. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous.